C'est... Je connais vraiment pas trop. C'est vraiment Déjà, et puis sur les 2 mètres. Là, par contre, j'ai regardé. Ouais, en soi, le livre, effectivement, c'est pas non plus neutre. Par contre, Non, mais ça, t'as une fragilité. Mais c'est ça qui fait ta beauté. Ne deviens pas la clé des Donc c'est toujours un exercice à la fois extrêmement agréable et particulier. Effectivement, c'est un long compagnonnage sur cette question des langues. Et alors, ce soir, en regardant ce film que j'ai découvert en séance, je me disais que d'abord que tu avais une sacrée détermination, je pense que vous le pensez aussi, à défendre le langage, les langages, la langue maternelle, sous toutes ses formes, la traduction, les écarts et les dialogues entre les langues. Et avec une vision, peut-être au fil des films, une vision de plus en plus... le paysage s'élargit, je trouve, ton paysage, et nous emmène aussi, bien sûr, on se laisse emmener facilement. Alors, mais bon, la première chose qui m'a touchée, parce que c'est aussi un de mes combats, c'est l'importance de la langue maternelle, et au fond, la difficulté que nous avons, que ce soit pour la langue des signes et pour toute langue maternelle, mais pour la langue des signes... Les langues, oui, c'est vrai, c'est une erreur. C'est parce que tu sais que c'est une erreur fréquente, d'ailleurs c'est une des premières questions que tout le monde te pose, j'ai entendu dans les émissions de radio aussi. Les langues des signes, donc oui, cette erreur, donc ce préjugé, cette idée que si un enfant apprend la langue des signes, parce qu'il est sourd, de la même façon. Je connais tout. Je viens d'Israël. Ouais, Israël. C'est ça. Vous connaissez tout. Et voilà, ça c'est un exemple de la langue des signes israélienne. Vous la connaissez. C'est bien. Merci. Hein. Merci. Au revoir. Et pardon, on n'a pas ce soir une interprète, mais et dans une semaine, il y aura une. Donc, la question d'abord de la reconnaissance des langues maternelles et ce préjugé donc, que transmettre sa langue maternelle, utiliser la langue maternelle, que ce soit donc une des langues des signes, plusieurs, puisqu'il y en a parfois qui sont polyglottes, enfin qui parlent plusieurs langues des signes, de la même façon qu'on utilise la langue maternelle de ses parents à l'intérieur de la maison, que ça serait un obstacle à la communication. Et on peut quand même s'interroger de pourquoi le préjugé est si tenace, qu'il concerne toutes les langues, quelles qu'elles soient, avec cette idée que, voilà, que pour interagir avec les autres, il faut d'emblée parler une langue qui serait presque une langue universelle, en tout cas la langue de l'extérieur. Et que, alors, par exemple, lorsqu'on voit la jeune femme qui est chercheuse au début du film, comment elle a voulu transmettre à ses enfants, en entendant la langue des signes et l'émotion de ses enfants lorsqu'ils
lorsqu'ils sont capables de signer les premiers mots, et son insistance à la jeune mère de dire il fallait absolument que je puisse, pour communiquer correctement avec mes enfants, passer d'abord par cette langue des signes. C'est des choses qui semblent évidentes, souvent, pour ceux qui les vivent, pour toi, sans doute aussi, pour ceux qui travaillent avec les enfants qui ont des langues maternelles différentes comme moi. Ça nous semble évident, et malgré tout, c'est un éternel recommencement, il y a un préjugé constant, et puis on est capable de s'opposer, on est capable d'interdire. Vous voyez la manière dont on signe interdire, on voit d'empêcher de parler, etc. Donc là, il y a une sorte d'universel assez... et ton film contribue justement à dénoncer ça, mais avec poésie et détermination. Donc ça, c'est... Et là, je voulais juste dire que là, il s'agit d'un autre bilinguisme, mais qui est un bilinguisme, c'est-à-dire que la petite fille, elle parle la langue des signes israélienne, et avec ses parents, avec ses grands-parents, elle parle l'hébreu, hein, oui. Qui n'a rien à voir entre l'hébreu et la langue des signes israélienne. Il n'y a rien à voir. Oui, bien sûr, bien sûr. Et bon, je ne veux pas rentrer dans ce sujet, mais toutes les idées aujourd'hui qu'on met des implantes cochléaires, etc., on dit aux parents de ne pas... Et on dit aux parents qu'il faut que les enfants ne parlent pas la langue des signes pour qu'ils apprennent à parler. Mais c'est le même problème qu'on a toujours eu, qu'on a dit il ne faut pas être bilingue. Mais là, c'est une autre sorte de bilinguisme. Et en effet, par exemple, en Suède, et des enfants qui vont être implantés, d'abord, les parents et les enfants doivent connaître la langue des signes, parce que, bon, même si on fait l'implant, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'implant, et elle n'est pas toujours, c'est-à-dire que ça ne marche pas toujours, etc. Et on veut d'abord, et que le problème pour moi, c'est rentrer dans le langage en tant que tel. Et ce n'est pas important si c'est une langue des signes ou une langue vocale, orale. Et c'est... là, parce que l'une et l'autre, c'est des langues, et les problèmes, c'est rentrer dans le langage. Et on évite souvent aux enfants d'entrer dans le langage par la langue du signe. Oui, mais c'est ça, c'est la difficulté qu'on a à accepter que la langue, c'est une modalité de communication, et que ce qui importe, c'est la communication, quoi. Et l'échange. C'est l'échange, se parler, et dans le deux cas on parle. Oui, mais bien sûr, mais sauf qu'on fait des différences qui n'ont pas lieu d'être. Mais en Suède, de la même façon, par exemple, dans le domaine des langues maternelles, des enfants de migrants qui ont des langues maternelles autres que le suédois, par exemple, si un enfant a des difficultés à apprendre, de la même façon, on va lui permettre de repasser par sa langue maternelle pour accéder au désir, pour accéder au fond, pour accéder à l'envie de langage, à l'envie d'échange, à l'envie d'apprendre, et après, il apprendra le suédois. Et donc, en ce sens, c'est pas du tout spécifique, c'est vraiment la représentation. À partir du moment qu'on accepte que c'est une langue comme une autre, cette langue du signe-là et cette langue vocale-là, et que la question c'est qu'il y a deux manières de parler, ou on vocalise, ou on parle en langue du signe gestuelle. Mais les deux sont des langues à part entière, c'est-à-dire que... Mais oui, mais sauf que là encore, on retrouve la question de la hiérarchie, on hiérarchise les langues. Mais elle était carrément interdite pendant des centaines d'années. Oui. Alors ça, c'est le premier point qui est effectivement très, très important sur la communication et les langues maternelles. Mais le second, alors celui-là, il m'est très familier, mais le second, et là on retrouve, mais moins familier, mais on retrouve ton intérêt pour parce que parallèlement aux langues, tu as eu aussi ces films et ces intérêts pour traduire visuellement des progrès scientifiques, neurologiques, des connaissances du fonctionnement cérébral, etc. Et là, par exemple, ces travaux que fait la dernière chercheuse sur la grammaire corporelle de la langue, avec le fait que d'une génération à l'autre,
on ajoute une partie du corps et du visage. Pour la grammaire, hein. Oui, mais c'est la grammaire qui se met en qui s'incarne d'une certaine façon, enfin qui utilise des distances, ça c'est des choses extrêmement intéressantes. Mais c'est parce que là, il se trouve que quand on est face à une langue émergente, ce qu'on ne peut pas avoir en langue vocale, orale, ça n'existe pas. Là, il n'y a pas de langue orale qui ne sont pas liées, qui émergent à partir de... C'est-à-dire, bon, je ne vais pas dire de rien, mais il n'y a pas de langue orale qui apparaît tout d'un coup. Hein, parce que là, dès qu'il y a une communauté de sourds, souvent isolée, c'est-à-dire qu'elle n'était pas en contact avec une autre langue de signes, et elle va émerger une nouvelle langue. Hein. Et là, et ça arrive encore aujourd'hui, il y a des recherches qui se font, là il faut aller loin, dans des îles brésiliennes, il y a encore des langues de signes émergentes. Hein. Mais là, c'est des langues de signes qui ont émergé il y a 100 ans, donc on a encore, parce qu'on voit dans le film, le premier sourd avant lui, la langue des signes, dans ces villages bédouins, n'existait pas. Et du coup, les chercheurs sont face à quelque chose de voir et les générations, comment d'une génération à l'autre, des débuts où on signait plus avec les langues que ce sont plus les vocabulaires, là, la syntaxe, la grammaire se met en place et en 3 générations, elle est là. Et du coup, on voit la différence entre les vieux et les jeunes dans leur manière de signer. Mais oui, tout à fait. Donc, il y a ce langage, donc la recherche, mais comment la recherche montre, est capable d'identifier dans ces microcosmes comment ça se fait, les processus, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et le troisième point qui avait attiré beaucoup mon attention, c'est à partir de l'histoire là, de Daniel et de la jeune fille, donc j'ai oublié le nom. Niad, voilà, Niad et Daniel. C'est qu'on voit comment ils métissent les langues des signes. C'est extrêmement... Là, c'est presque du plurilinguisme. Et comment ils vont utiliser la langue israélienne, la langue allemande. Qui ont qui ont quand même des choses en commun, puisque ça s'est construit à partir. Mais ça, on voit les vieux qui racontent que sont les directeurs de l'école à Berlin, ils les retrouvent à Jérusalem. Donc on est dans les années 30, c'est là où ça commence, c'est les débuts, c'est ce qui va devenir la langue des signes israélienne. Donc c'est à la fois les traces de l'histoire, mais c'est aussi des modulations, enfin des strates du langage, et comment eux, c'est un jeune couple moderne, ils ont joué avec tous ces éléments-là pour bien se comprendre, pour se rencontrer, pour vivre à Berlin, etc. Quoi. Donc il y a une sorte de modernité et de fluidité qui apparaît dans leur manière de communiquer, qui est encore qui est très, très intéressante, et que tu arrives à montrer toujours des choses, quand même des processus assez complexes, elle les montre en images sans problème, Norit. Je pense à Miad qui m'a écrit là qu'elle vit en Allemagne, donc ça va être sa 3e langue de signes, parce qu'elle est la langue de signes de son village, la langue de signes israélienne dans laquelle elle a fait ses études. Et il y a maintenant, elle apprend la langue de signes allemande, mais elle sait parler, c'est-à-dire elle sait vocaliser en hébreu, en arabe, et un peu en anglais. Et là, elle m'a dit, bon, la langue des signes, c'est pas un problème, allemande. Ce qui m'est difficile, c'est apprendre à écrire l'allemand, qui va être ça. Je ne sais pas combien, si on fait les calculs, ça fait 10, je sais pas, ça fait 10 langues. Je ne sais pas que cette petite jeune parle, quoi. Et justement, cette petite jeune qui est très... Pas si petite, non, déjà, c'est moi qui dis, mais... Cette jeune femme, Miad, qui est à la fois extrêmement inscrite dans la modernité, voilà, elle constitue un couple avec un Allemand, elle va vivre en Allemagne, elle apprend des langues de plus, bon, tout ça est possible, c'est drôlement bien, et en même temps, elle est très préoccupée par la transmission, par recueillir, par... donc je crois qu'elle veut faire son doctorat. Ah, voilà. Sur ça.
Oui, oui, je crois que... Oui, elle a fait des études à l'université, mais quand elle est passée dans un autre pays, mais je crois que... Bon, j'espère qu'elle va y arriver, j'espère qu'elle va y arriver. Et donc, comment s'entremêle à la fois donc, la communication du quotidien, la possibilité de la relation, une sorte de tendresse, et aussi des préoccupations de recherche et de transmission. Tout ça apparaît à travers une autre ouverture, une autre fenêtre différente de ce que tu as fait jusque-là, mais qui effectivement... Mais je fais toujours pareil. Ouais, hein. mais effectivement, Pierre Aulagnier avait raison. Pierre Aulagnier avait raison, ne fait que répéter constamment la même interprétation fondamentale. Mais c'est ça qui fait de la créativité. C'est cette capacité à répéter toujours avec des petits écarts la même interprétation fondamentale. Et le dernier point, c'est, parce que vous avez peut-être des questions aussi, c'est la traduction. C'est cet interprète, Gall, voilà, Gall qui est passionné par cette traduction, qui est capable de nous expliquer des niveaux différents. Et puis... aussi de montrer comment ça s'enracine dans des histoires particulières de transmission de grands-parents. Donc vraiment, c'est une forme de traduction encore extraordinairement créative. Hein. Mais justement, je crois qu'en tant que psychanalyste, Gall, ce qui est intéressant, c'est que sa grand-mère, la langue des signes est interdite pour elle, hein, à l'école. Et quand elle a eu ses enfants, elle leur a parlé en langue orale et qu'il explique pourquoi. Il demande pourquoi tu as parlé à ma mère, tu n'as pas parlé là en langue des signes. Elle dit, ma mère à moi, elle a interdit, elle a dit qu'il faut que je parle à mes parents, à mes enfants. Donc il y a la 4 générations où c'est des entendants, une sourde à qui on interdit de parler la langue des signes. Elle ne va pas la transmettre à sa fille. Et le fils de cette fille, le petit-fils, devient traducteur. Donc on est... Et ça, on raconte, ça arrive souvent, justement dans cette généalogie. Lui, il va devenir celui qui passe d'une langue à l'autre. L'interprète professionnel, et on voit que lui, il parle généralement bien la langue. Oui, hein. Oui, c'est un érudit, hein, même de la manière dont il explique la traduction. Oui. Donc effectivement, ça c'est des histoires transgénérationnelles sur les langues, mais là aussi, tu en as recueilli plein. Tu es allé jusque dans la Bible, dans d'autres films, pour recueillir ces histoires transgénérationnelles, mais qui apparaissent ici. Comme quoi je fis toujours la même chose. Et y compris le lien entre l'hébreu, l'arabe, les Palestiniens, les Israéliens, tout ça réapparaît au détour d'une conversation ou d'une interprétation. C'est vraiment très bien. Là, il se trouve qu'ils parlent la même. Hein. Oui, c'est ça. Oui, j'ai remarqué aussi que c'était une manière de les réunir d'une certaine façon. Oui, ils parlent la même, mais c'est comme, c'est-à-dire que évidemment, le pays, c'est-à-dire que c'est comme les langues petites ici, c'est-à-dire là, ils vont à l'école, quand ils vont faire les écoles, et l'université et l'école, ils font la langue israélienne, comme on fait les études en France, en français, pas en breton. Je veux dire, c'est le même combat. Hein. Pas tout à fait, historiquement, sans doute pas tout à fait le même combat, mais c'est l'histoire au niveau de la langue. Oui, mais c'était le même combat au début du XXe siècle. Oui. Mais ici, c'est encore plus petit parce que c'est un petit village. Donc, il n'y a pas le nombre suffisant, etc. Donc, on va à l'école dans la langue de signes israélienne. Mais elle a les noms, mais on aurait pu l'appeler autrement, c'est la même. On aurait pu l'appeler autrement. Oui, mais bon. Quand on dit la langue des signes française, la langue des signes américaine, etc. L'histoire du bleu d'Emmanuel Laborie, oui. La différence qu'il y a... Toutes les langues sont... Ah là là, c'est... Il n'y a aucune langue qui ressemble. Non. Tu as vu, les signes sont... Et en plus,
pour la plupart, on ne comprend même pas Oui. d'où ça sort. Pour Des fois, chacun. on a une proximité, puis d'autres fois, on est totalement étonné Oui, de c'est la pour ça que manière. je- Ouais. C'est pour ça que je choisis bleu. Et il y a la doctorante qui explique comment on fait les jeux de mots en langue des signes. Et ça veut dire on déplace, c'est-à-dire que les langues des signes sont construites avec la forme de la main. Je parle les mots de la langue des signes. La forme de la main, le mouvement et l'emplacement. C'est-à-dire qu'il y a cet espace-là. Et si par exemple on change juste un de ceux-là, et je change la place, c'est ce qu'elle fait. Et c'est déjà c'est pas le mot. On le tire vers sa frontière. C'est comme on fait en poésie. C'est-à-dire qu'on change, on tire. Et du coup, elle fait un signe qui normalement se fait à côté de la bouche pour dire crier. Et tout d'un coup, elle le fait à côté des yeux. Donc il y a un des acteurs qui n'est pas content parce qu'il dit mais non, tu dois le faire à côté de la bouche, pourquoi tu le fais ici? Et les metteurs en scène après expliquent c'est justement ce qu'on cherche là dans le travail d'improvisation dans les théâtres, éloigner de conventions. C'est-à-dire que sortir de la convention. Et c'est pour ça que les autres acteurs, ils n'ont pas toujours deviné qu'est-ce que ce signe, puisqu'il n'est plus en place, parce qu'il sort de la convention. Et c'est pour aller sortir de la convention. Et là, ce qu'on voit, c'est le laboratoire de théâtre, où ils essayent d'improviser à partir, et en fait, il leur a dit de faire un masque, une sorte de masque dont ils cherchent les masques, et de ce masque-là sort un signe. C'est pour ça que quand il fait toute une chose, il fait un masque, et lentement il arrive à dire en pied, mais il sort de... Donc c'est un travail, comme elle explique, entre les théâtres, ce qu'ils appellent physique, dans lesquels il n'y a pas beaucoup de paroles, et ce qu'ils ont en plus, la langue des signes conventionnelle, je veux dire, avec des conventions de la langue. Et là, ils essayent de sortir des conventions. Donc, il faut qu'on ait un travail de recherche poétique. Et c'est ça qui était pour moi important, ça c'est la dimension en plus, que la langue, c'est pas que la communication. C'est pas que la communication. Et ça c'est pour moi, dans le film précédent, c'est toujours les poétiques, y compris les poétiques des cerveaux. Y compris la poétique du cerveau. Et alors, justement, la langue, c'est aussi la thérapie, par exemple, parfois nécessaire. Nécessaire, c'est pas tout à fait le mot juste, mais en tout cas, on fait des thérapies pour des enfants ou des psychanalyses pour des adultes, par exemple. Et il est très rare en France qu'on soit possible de le faire en langue des signes. Alors on dit toujours, on dit que c'est parce qu'il y a peu de thérapeutes, psychanalystes ou psychologues. Donc moi je connais 3. Oui, alors il n'y en a que quelques-uns. Qui vont tous les 3 venir ici. Oui, alors moi j'en connais, je les connais aussi. Mais justement, c'est ridiculement bas. On pourrait très bien faire comme on fait avec des langues, lorsque nous on fait des thérapies dans 25 langues différentes, mettre des traducteurs pour faire en langue des signes, pour faire ces thérapies. On pourrait. On pourrait, oui. Ah oui, mais... si, on pourrait. Non, bien sûr. On pourrait si on était persuadé que c'est très important de repasser par sa langue des signes, de la même façon que c'est très important de passer par sa langue maternelle. Mais on est si peu persuadé globalement, institutionnellement, qu'en réalité, on attend juste d'avoir 3 thérapeutes pour toute la France quasiment, en langue des signes, ce qui veut dire que c'est quasiment impossible.